Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Je suis Sophie Mille, responsable marketing au sein de l'entreprise Urios et je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Alors, ce webinaire a pour but de vous apporter des solutions simples et efficaces pour recouvrir vos créances le plus rapidement possible et obtenir des gains de trésorerie immédiats. J'ai le plaisir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de vous présenter Pierre-Jean Redley, notre directeur du pôle recouvrement. Avant de Bonjour à lui laisser tous. la... Bonjour Pierre-Jean. Avant de lui laisser la parole, sachez que ce webinaire durera approximativement 30 minutes. On a tenté de condenser au maximum notre intervention. Nous savons que la fin d'année est intense pour tout le monde. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Donc, vous le savez tous, le contexte n'a pas changé depuis quelques mois. Covid, difficultés d'approvisionnement, crise en Ukraine, inflation galopante, ralentissement de l'activité économique, crise énergétique et en plus maintenant, menace d'une récession. Donc l'ensemble de ces éléments invitent à la vigilance et par conséquent à la gestion précautionneuse de son cash. Les tensions sur les postes clients et fournisseurs sont au maximum. Alors oui, dans tout cela, on a quand même une bonne nouvelle. Suite à une étude Altares, on remarque qu'au premier semestre 2023, les comportements de paiement se sont légèrement améliorés. Nous savons donc qu'il est très important d'encaisser rapidement son cash pour bien démarrer l'année prochaine et optimiser sa trésorerie. Alors, comment faire pour récupérer rapidement son cash? C'est ce que Pierre-Jean va nous expliquer en nous donnant toutes les clés pour nettoyer sa balance AG. Pierre-Jean, je te laisse la main. Donc, bonjour à tous. Oui, pourquoi évoque-t-on la nécessité de procéder au nettoyage de sa balance AG? La balance AG client est un outil comptable qui permet de connaître le montant des factures échues ou à échoir. L'entreprise peut ainsi identifier le montant des encaissements à venir et évaluer son délai moyen de paiement. Donc, nettoyer sa balance AG permet de travailler sur sa trésorerie, mais également sur les retards de paiement de ses clients. Généralement, l'entreprise procède au nettoyage de sa balance AG en vue de la clôture annuelle des comptes et pour faire un point sur sa trésorerie. Les objectifs du nettoyage de la balance AG sont multiples. Le premier, évidemment, réduire son délai moyen de paiement, le fameux DSO, réduire son besoin en fonds de roulement, prévenir le risque client en déterminant les profils retardataires, travailler surtout les litiges constatés, mais également et surtout faire rentrer du cash. On le verra par la suite, aussi travailler sa balance AG permet de mettre en évidence les risques et les carences en matière de relance de paiement. Si un examen approfondi des comptes clients est important pour analyser la relation avec chaque client, il est également essentiel pour orienter les relances et d'éventuelles poursuites judiciaires. Nous le verrons également, cela permet de compléter la connaissance des comportements de paiement de vos clients. Avant de poursuivre, rappelons quelques éléments essentiels. On ne relance pas de la même façon un client représentant 5 à 10% du chiffre d'affaires. Idem pour les créances à l'export, où nous allons rencontrer des délais de paiement et des procédures judiciaires différentes. Et surtout, n'oublions pas que plus vite vous prenez en charge un impayé et plus vous avez de chances d'obtenir un règlement. On rappellera simplement que statistiquement, vous avez 90% de chances de recouvrer une créance impayée avec 30 jours de retard, date d'échéance. Selon les activités, ce chiffre peut vite baisser à 40% pour les créances de plus de 6 mois pour arriver à 10% à plus de 12 mois. On parle donc de 3 premiers mois. Les 3 premiers mois sont cruciaux. Pour la Alors, relance, et pour ceux qui hésitent, petite remarque que nous faisons lors de notre formation recouvrement chez nos clients, le suivi de facturation impacte l'image de votre entreprise. Si vous ne relancez pas, au mieux vous êtes riche, au pire vous avez une mauvaise gestion. je te remercie Pierre-Jean. Donc, les chiffres que tu nous as donnés sont très intéressants. Et d'ailleurs, nous avons notre toute première question, donc ça commence bien. Faut-il attendre la clôture des comptes pour faire un nettoyage de balance AG ou est-il préférable de le faire plusieurs fois dans l'année? Si oui, combien? Alors, nous, on conseille de le faire très régulièrement. En cours d'année, la balance AG est un véritable outil de pilotage à court terme de la trésorerie de l'entreprise. Ça vous donnera des statistiques, des chiffres très précis. Travailler sa balance AG permet aussi de modifier les stratégies de relance selon les besoins et d'identifier les risques par client, par activité et pour certains d'entre vous par zone géographique. Merci pour ta réponse. Alors, entrons peut-être dans le vif du sujet.
comment devons-nous nous y prendre pour nettoyer la balance AG? Comment tu débutes ce travail de nettoyage de balance AG? Le premier travail, quand on nous confie une balance AG, préalablement, c'est le sirénage. Il est important. Pourquoi la sérétisation? Alors, de façon générale, il est conseillé de mettre en place une surveillance sur ses clients. C'est ce que nous faisons pour tous nos clients, surveillance par le biais du sirène. Il s'agit d'une simple surveillance vous permettant d'être quotidiennement informé d'informations juridiques ou économiques. On conseille également la même surveillance sur ses fournisseurs. Mais là, il s'agit d'un autre sujet. Nous débutons donc quasi systématiquement par un sirénage, surtout lorsque nous travaillons sur des créances de plus de 3 mois. Quel est l'objectif? Il s'agit d'obtenir un fichier contenant des informations actualisées et fiables. Cela va nous permettre d'organiser le traitement de la balance selon la situation juridique de vos redevables. Ce sirénage va nous permettre une première qualification du fichier et de répartir les sociétés objets de relance en 3 catégories. Les sociétés qui sont radiées, les sociétés sous procédure collective et les sociétés in bonis. Alors pourquoi on commence par ça? Parce que par expérience, en moyenne, entre 5 et 15% des créances figurant dans les balances AG qui nous sont confiées ne peuvent être relancées du fait de l'existence d'une procédure collective ou d'une radiation. C'est une véritable surprise qui arrive, mais une mauvaise surprise. Mais voilà l'histoire de l'obligation de procéder à une sérétisation du fichier. Après cette première répartition, nous allons, pour les créances sur les sociétés in bonis, faire un second tri à partir de la date d'échéance de la facture. Pourquoi ce second tri? Cela afin d'éviter de travailler sur des créances qui sont prescrites. Lorsque nous recevons des balances AG, il n'est pas rare de constater qu'un nombre non négligeable de factures à payer sont à réception du fichier prescrites. On rappellera que la prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice n'est plus recevable. Elle éteint donc la possibilité pour une entreprise de réclamer en justice le règlement d'une créance impayée. Intégrer les règles de prescription dans sa procédure de recouvrement de créances est le meilleur moyen d'éviter les pièges. On rappellera simplement un petit article du Code de commerce, l'article L110-alinéa 14, qui indique que la prescription en matière commerciale est de 5 ans. Attention aux exceptions, il existe des délais plus courts ou plus longs selon les secteurs d'activité. On rappellera également le point de départ de ce délai est bien la date d'échéance de votre facture. On entend souvent aussi des informations comme quoi j'ai fait une mise en demeure, ça interrompt la prescription. Attention, la mise en demeure n'interrompt pas la prescription. Ce qui interrompt la prescription, c'est la demande en justice. Donc, le double objectif du sirénage, c'est de trier les sociétés selon leur situation juridique. On l'a vu, in bonis, procédure collective ou radiée. Et deuxièmement, on fait un deuxième tri sur la date d'échéance afin d'éviter de relancer des factures prescrites. Alors, une fois que tu as mis à plat cette première partie sur ton fichier, tu commences par où? Parce que je suppose que tu ne traites pas de la même façon le recouvrement pour des sociétés radiées ou en procédure collective et des sociétés in bonis. Exactement, Sophie. C'est pour ça qu'effectivement, ce sirénage est pour nous obligatoire lors du début de l'émission. La radiation, elle consiste purement et simplement à retirer la société du registre des commerces et des sociétés. Mais la radiation peut intervenir à la suite de plusieurs événements. Nous n'évoquerons pas la radiation administrative, mais nous pourrons citer la radiation suite à une cession, par exemple. On va prendre pour exemple la vente d'un fonds de commerce où la société va être radiée par la suite. Rappelons simplement que vous disposez d'un délai de 10 jours pour procéder à une opposition au paiement du prix de vente à compter d'une publication BODAC. D'où l'intérêt, je le rappelle, de mettre sous surveillance le sirène de ses clients. La radiation peut intervenir aussi suite à une dissolution amiable anticipée. Là, on a toujours la possibilité de relancer, mais pour faire valoir vos droits, vous pouvez contester la dissolution amiable de la société devant le tribunal de commerce et engager la responsabilité des dirigeants. Et puis, une radiation peut aussi intervenir, par exemple, pour une TUP. Les poursuites sont engagées à l'encontre de la société absorbante, qui elle-même a repris donc l'actif et le passif, et donc votre facture. Et là, les poursuites restent donc possibles, mais les poursuites vont s'exercer sur le nouveau sirénage. Donc, sur une TUP, finalement, il est quand même possible de recouvrir sa créance. Exactement. La société, s'il n'existe plus, a cédé son activité
l'actif comme le passif ont été repris par la société absorbante et nous poursuivons à ce moment-là sur le nouveau SIRET. Alors, la deuxième catégorie d'entreprises que tu avais mentionnée était les procédures collectives. Il existe plusieurs types de procédures collectives. C'est la même stratégie que tu mets en place, que ce soit pour un redressement judiciaire, pour une liquidation. Enfin, est-ce que tu travailles différemment en fonction du type de procédure collective? Alors, là aussi, la base, le début de la mission va être la même. Une fois qu'on a identifié une procédure collective, qu'est-ce qui se passe? Rappelons que la surveillance d'une procédure collective interrompt toute action en cours et interdit des actions nouvelles en paiement. Donc nous allons être bloqués dans nos relances. Donc toute relance pour une facture antérieure à un redressement, une sauvegarde, et encore plus dans le cadre d'une liquidation, est impossible. On parle d'un gel du passif. Il y a donc lieu de procéder à un nouveau tri selon les dates de facture. Seules les factures postérieures à la date du jugement de procédure collective sont susceptibles d'être relancées. Concernant les factures antérieures, nous rappelons que le délai pour déclarer la créance au mandataire judiciaire est de moins de 2 mois à compter de la publication de BODAC. Là aussi, vous avez la possibilité de solliciter un relevé de forclusion dans les 6 mois de la publication BODAC. Mais cela doit être argumenté et les choses ne sont pas accordées si simplement. Donc, toute facture non déclarée à une procédure collective pour non-respect des délais peut faire l'objet d'un certificat d'irrecouvrabilité. Les règles changent peu pour la liquidation judiciaire, sauf que les factures postérieures sont exceptionnelles. Tu as mentionné plusieurs fois le certificat d'irrecouvrabilité et ça tombe bien parce que on vient d'avoir une question qui va très bien avec l'enchaînement de ce webinaire. Donc, comment avoir un certificat d'irrecouvrabilité? Quand est-ce qu'il faut le demander? Alors, rappelons quand même ce qu'est l'irrecouvrabilité. En fait, on qualifie une créance d'irrecouvrable dès lors que sa perte est certaine et définitive. Rappelons aussi que vous ne pouvez rédiger vous-même ce certificat. Vous ne pouvez l'obtenir que par un expert du recouvrement, société de recouvrement, commissaire de justice, ancienne profession de qualification des huissiers de justice, ou mandataire liquidateur dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Rappelons aussi, parce que c'est un élément qui est essentiel, on va le voir tout de suite, que dans sa rédaction, il doit rappeler les raisons du certificat et les mesures tentées pour le recouvrement. Là aussi, je vais prolonger, puisqu'on nous pose souvent la question concernant les petites créances. Il reste possible de rédiger un certificat d'irrecouvrabilité en justifiant tout de même des actions entreprises et d'indiquer que le montant des frais d'une éventuelle procédure judiciaire sera supérieur au montant de la créance. À ce moment-là, effectivement, on comprend vite qu'engager des procédures pour recouvrer une somme qui serait plus faible que les coûts d'intervention, soit d'une société de recouvrement ou d'un avocat, n'aurait pas grand intérêt. Nous attirons votre attention sur la multiplication de certains certificats qui peuvent attirer l'attention des services fiscaux. Rappelons, et on le voit dans le slide que je vous propose, que la TVA sur les factures dites irrecouvrables est classée suite à un certificat d'irrecouvrable, la TVA est récupérable. Donc, une double utilité fiscale et comptable. Un, vous allez pouvoir passer officiellement et légalement le montant des factures à payer en perte définitive dans vos comptes. Et fiscalement, vous pouvez récupérer la TVA. Alors, c'est bon pour le certificat d'irrecouvrabilité. J'espère que ça a quand même bien répondu à la question qui nous avait été posée. On continue, donc du coup, sur les sociétés in bonis, qui était la troisième catégorie ou le troisième statut de société qui remontait suite à ton premier nettoyage. Alors là, on va passer sur un véritable travail de relance, puisqu'on a éliminé les sociétés sous procédure collective, on a éliminé les créances prescrites, donc on va travailler sur les entreprises dites in bonis. In bonis, simplement, hein, rappelons le fait qu'une entreprise est dite in bonis quand elle est qualifiée d'être en bonne santé et de pouvoir faire face à ses engagements. Donc la relance est tout à fait possible. Si toutes les lignes débitrices doivent être relancées lors d'un nettoyage, évidemment, nous allons procéder à une nouvelle segmentation afin d'apporter de la visibilité sur votre fichier. La segmentation se fait par ordre décroissant de la date de paiement, par la taille de la créance et par la localisation de la créance, nationale ou internationale, et par les actions déjà menées.
La stratégie suivie n'aura que pour seul intérêt de travailler prioritairement les créances plus élevées et récentes, même si bien évidemment toutes les factures font l'objet d'une relance. Mais la rentrée de cash lors du nettoyage du balance âgé est une priorité. Et comme nous avons pu le dire en début de notre intervention, pardon. Alors, est-ce que du coup, une fois que tu as refait cette segmentation pour valider la date de paiement, le montant de la créance également, comment tu t'y prends pour récupérer le cash, donc pour encaisser l'argent? Je suppose que le processus de recouvrement doit se faire en accéléré. On parle du nettoyage de balance âgée et pas d'un simple recouvrement qui se fait au cours de l'année. Donc, quelle stratégie tu mets en place, toi, de ton côté, pour récupérer rapidement les créances? Quel que soit le travail effectué en amont, relance téléphonique, mise en demeure LRR, nous allons reprendre un recouvrement classique, mais accéléré, tout en privilégiant la relance amiable. Pourquoi la relance amiable? Parce que pour un recouvrement classique, la relance amiable est toujours l'occasion de communiquer avec le redevable et d'obtenir des informations importantes pour le suivi de la relation commerciale. Il permet d'actualiser, d'informer les comptes clients et d'avoir de bonnes comme de mauvaises surprises. Le recouvrement amiable sera plus efficace et moins coûteux que le recouvrement judiciaire surtout. Et en cas d'échec du recouvrement amiable, les informations obtenues lors de la relance facilitent la prise de décision concernant l'opportunité des poursuites ou l'orientation dans le choix de la procédure judiciaire. L'orientation des poursuites, pourquoi? Par exemple, une procédure judiciaire est-elle envisageable compte tenu de la solvabilité du débiteur? On va se poser la question, l'orientation et le choix de la procédure judiciaire. Si une procédure, si lors de la relance amiable, nous sommes aperçus de l'existence d'un litige ou d'une contestation, on va pouvoir soit qui est valable, enfin, qui est opportune ou pas opportune, ou de bonne ou de mauvaise foi, l'injonction de payer selon le montant de la créance ne sera pas efficace, mais une procédure de référé non plus, donc on sera obligé de partir dans une situation classique. À la différence d'un recouvrement classique où le collaborateur à qui vous avez confié le recouvrement reçoit une alerte informant de l'impayé, ici nous allons faire face à des factures avec un retard au minimum de 3 à 4 mois. Devant l'urgence de faire entrer du cash, nous allons donc raccourcir les délais, comme nous le voyons dans le tableau. Sur le slide que nous présentons, vous voyez que nous, après signatisation, on intègre les différents dossiers, les différentes lignes que nous proposons. On met également toutes les lignes sous surveillance et toutes les procédures classiques qu'on fait au pouls du débiteur, on ne va pas les étaler sur une semaine, enfin sur 15 jours ou 3 semaines, on va les faire en 3 semaines, en 3 jours ou une semaine maximum, selon le cahier des charges qui va être défini avec notre client. Pour le traitement de l'un, il s'agit pour vous de définir donc avec votre prestataire un cahier des charges précisant les modalités d'exécution, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour contacter le redevable, obtenir un règlement qui sera payé, comme nous on le fait, payé directement chez vous, et identifier les raisons de l'impayé, litiges, refus, trésorerie tendue. Un reporting doit vous être adressé régulièrement dans un temps de traitement qui sera déterminé à l'avance. Cela vous permettra de juger la qualité du travail entrepris et surtout de faire évoluer le statut du dossier. Alors, je me permets, Pierre-Jean, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la gestion des litiges? Oui, parce que très fréquemment, le traitement de la balance âgée fait apparaître des litiges remontant à plusieurs mois, voire années, malheureusement. On dit que le dossier peut être potentiellement enterré chez le créancier. Sa prise en charge plusieurs mois après est souvent délicate et nécessite un traitement spécifique, pouvant demander un temps de traitement long, un peu plus long. Alors, il est hors de question pour nous de ne pas traiter ces litiges. Bien au contraire, s'ils apparaissent sur votre balance âgée, c'est l'occasion de clôturer cette ligne par une solution positive ou négative. Donc, la relance amiable doit nous permettre d'identifier rapidement et de façon efficace le litige et de le traiter sans délai. Cela rentre dans les techniques de questionnement afin de connaître les raisons de l'impayé. Dès sa connaissance, il est urgent de remonter l'information auprès des personnes concernées, de vérifier les propos entendus, de décortiquer les points litigieux afin d'arriver à un accord partiel ou total. Un professionnel de la relance appliquera ces techniques de communication classiques, c'est l'écoute, force de proposition et la menace sans menacer, autre technique dans la négociation, permettant un échange constructif avec votre redevable et vous permettant, vous, d'avancer sur un litige qui est identifié depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et de trouver une solution.
Ce litige, comme les autres factures, doivent être solutionnés. À défaut, vous verrez la ligne sur votre balance AG encore de nombreux mois, ce qui n'est pas le but dans le traitement d'une balance AG. Alors, je me permets de faire un résumé. Donc du coup, nous avons vu les différentes façons de récupérer sur du court terme ces créances en fonction des différents statuts de société qui étaient radiés sous procédure collective et in bonis. Donc j'espère qu'à l'écran, vous pouvez voir une sorte de schéma qui récapitule l'ensemble. Donc la priorité, c'était de nettoyer, de qualifier son fichier, puis ensuite de traiter de différentes façons les créances qui sont sur des sociétés donc radiées avec des certificats d'irrecouvrabilité, également sur les sociétés qui sont sous procédure collective, et enfin pour les sociétés in bonis. Donc si je résume, on refait une segmentation, on vérifie l'ancienneté de la créance, est-elle prescrite ou non, comment on la traite, et ensuite on vérifie en fonction du montant de la créance et on procède de façon stratégique pour accélérer l'entrée de cash et donc le processus de recouvrement. Est-ce que Pierre-Jean, tu peux maintenant nous montrer un nettoyage, un exemple de nettoyage de balance AG? Et je précise bien évidemment que pour des raisons de confidentialité, les noms que vous verrez apparaître ont été inventés. Oui, donc voilà, l'objectif, donc à la fin du nettoyage d'une balance AG, vous devez être en mesure de connaître, non seulement le montant des sommes recouvrées, puisque c'est l'objectif premier de faire entrer du cash, mais également de réajuster les prévisions de trésorerie en fonction des promesses de règlement obtenues et des procédures judiciaires en cours. Ça vous permet aussi, on l'a vu, de clôturer certaines lignes et de ne plus espérer des règlements qui ne viendront jamais. Vous avez là dans le tableau, effectivement, une qualification par ligne, ce qui est suite à la relance amiable, suite aux échanges qu'on a pu avoir sur les litiges, suite aux procédures judiciaires qui sont en cours. Et on doit être à même derrière de, comme vous le voyez, de vous dire, bah voilà, vous nous avez confié une balance AG comportant tant de un montant d'euros de temps, et voilà ce qu'il est advenu, voilà les sommes recouvrées, voilà ce qui a été classé suite à un CI parce que procédure collective, voilà ce qui est en cours procédure judiciaire. Si on a des accords de règlement, voir les encaissements que vous pouvez attendre et à quelle période. Voilà, donc vous allez avoir derrière un reporting global et une situation claire, nette, qui permettra d'avoir une balance AG traitée. Sur le nettoyage de balance AG, je précise qu'en général, quand c'est confié à un prestataire, il y a beaucoup d'échanges entre notre client et nous, c'est ça, Pierre-Jean? On fait beaucoup de retours et on informe régulièrement de ce qui se passe. Hors de question qu'on travaille de façon isolée. Comme on l'a précisé avant, la syrétisation va nous permettre de donner un premier état, une première situation globale, voir ce qui est possible de traiter et de ne pas traiter. On va d'abord classer l'irrecouvrable, malheureusement, puisqu'il existe, on a toujours une situation, je l'ai dit, entre 10 et 15% des factures confiées font soit l'objet d'une procédure collective, soit de factures qui sont prescrites. Donc, on va faire un premier tri. Derrière, on va relancer. On va relancer quoi? Alors, en fonction effectivement de l'activité, en fonction du montant des créances confiées. Donc, on va procéder par étapes, mais on va échanger très régulièrement avec notre client afin de lui faire un point sur le travail effectué et, par exemple, sur des litiges, lui remonter l'existence d'un litige, obtenir les informations nécessaires qui vont nous permettre, nous, de dénouer justement ce blocage et échanger avec lui. Évidemment, sur les procédures judiciaires, on n'enclenchera pas une procédure judiciaire sans l'accord de notre client et on orientera la procédure judiciaire en fonction des informations obtenues par la relance amiable. Pour finir, juste sur la relance amiable, évidemment, la syrétisation est obligatoire pour évidemment faire un tri selon les situations juridiques et la relation amiable, c'est ce qui va nous permettre, nous, d'obtenir des informations et faire évoluer le tableau partagé qu'on va avoir communiqué avec notre client.
Alors, je te remercie. Je pense que ça répond à 2 questions que j'ai vues passer. Eh ben, Continuons de notre côté. On avait préparé également une petite slide sur les conséquences comptables. Est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots? alors, effectivement, puisque souvent on nous pose la question, après, avec le nettoyage d'une balance âgée, vous disposez d'une comptabilité précise et éclairée sur les flux attendus. Cette opération doit vous permettre effectivement d'apporter les corrections nécessaires à vos process internes, les procédures de relance, gestion des litiges, et puis une mise à jour de vos données clients et du risque lié. En revanche, vous allez effectivement d'une créance, puisque un impayé, la créance va passer en créance douteuse. On l'a vu, cette créance douteuse ne peut pas rester éternellement à ce stade dans vos bilans. Et le certificat d'irrecouvrabilité va vous permettre également de le passer en perte définitive. Donc, mettre à jour également votre comptabilité. Donc là, vous allez avoir, donc je ne vais pas tous les reprendre, mais vous allez avoir tous les débits des différents comptes qui vont pouvoir faire évoluer justement non seulement votre balance âgée, mais mettre à jour vos différents documents comptables. Alors, je te remercie, Pierre-Jean, pour ces explications. Moi, j'ai quand même une question. Je vais la poser moi, bien sûr, bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'il faudrait confier le traitement de sa balance âgée à un prestataire extérieur? Y a-t-il des avantages à le confier à un prestataire extérieur? Alors, c'est une bonne question, Sophie, parce que par expérience, alors pour certains clients, on va traiter, nous, prestataires extérieurs, on va traiter de façon régulière certaines balances âgées. Donc, la mise à jour se fait selon les clients, tous les trimestres ou les semestres. Plus de 50% des cas, les balances âgées qu'on nous confie sont des balances âgées où on voit apparaître, quelle que soit la taille de l'entreprise, le volume, le chiffre d'affaires de nos clients, des factures qui datent de plus de 2 ans, 3 ans, voire des factures qui sont prescrites. Et souvent, malheureusement, soit par manque de temps, soit parce que vous avez d'autres choses à faire, ce n'est pas votre métier. Souvent, on voit des créances qui sont enterrées depuis très très longtemps en disant oui, il faudra bien le traiter un jour. Et en fait, cela n'est jamais fait en interne. Donc, pourquoi confier le traitement de sa balance âgée à un prestataire extérieur? Parce que vous allez avoir un regard expérimenté. Précédemment, j'ai souligné que l'analyse d'une balance âgée pouvait mettre en évidence des carences internes en matière de relance. On le sait aujourd'hui, toute société n'a pas des process ne suit pas forcément des process qui ont été décidés en interne. Et nous allons trouver fréquemment des créances dont l'échéance était plus de 3 mois, 9 mois, voire plus. De plus, pourquoi demander aux mêmes personnes de relancer de nouveau, aux mêmes commerciales de reprendre contact avec le même client débiteur pour avoir le même discours en disant non, la situation n'a pas évolué. Et comme la situation n'évolue pas en interne et comme vous n'avez pas un autre discours, confier une balance âgée à un tiers vous permet d'avoir un regard, une expérience un regard neuf et surtout vous permettre d'avoir des retours autres, surtout par la relance amiable. L'expérience montre que poursuivre ainsi, par un traitement interne, c'est s'assurer que plus de la moitié de vos lignes débitrices subsistiront dans 6 mois. Donc en fait, le traitement va être un fardeau. Cette balance âgée va devenir un fardeau. Or, il y a urgence à agir. On se rappelle qu'ici, l'objectif est de faire rentrer du cash ou de statuer sur des situations qui sont conflictuelles. Ce tiers aussi va avoir un regard neutre. Travailler sur une balance âgée peut nécessiter en amont la connaissance d'informations sur les créances relancées et l'historique client. Si vous souhaitez garder un minimum de confidentialité, vous pouvez établir un classement en colorisant les clients retardataires selon l'importance des volumes pratiqués, l'historique commercial. Mais le prestataire va avoir un regard neuf et sa relance sera complètement neutre. Porte son expérience, puisque c'est notre métier. Il sera par un discours approprié, communiquer avec vos redevables, obtenir un paiement, une promesse, ou obtenir l'information bloquante. C'est le litige, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il ne sera donc pas imprégné d'un historique facture. Relation commerciale tendue, déjà X relance sans retour, pourquoi relancer à nouveau? Enfin voilà. Mais surtout, l'échange régulier que vous aurez avec lui doit vous permettre de connaître l'évolution de son travail, des résultats obtenus, et s'il existe des points de blocage, vous aurez à votre tour l'obligation de répondre et de vous positionner pour solutionner le problème.
Je te remercie, Pierre-Jean. L'avantage principal, enfin les deux avantages principaux que j'y vois, c'est quand même l'expérience qui permet de récupérer plus rapidement son cash et d'arriver potentiellement même en marque blanche, et aussi et surtout le fait pour le client de garder de bonnes relations avec du coup ses propres clients à lui. Effectivement, si nous relançons, nous avons toujours une relance qui est adaptée, notre personnel est formé, et il est hors de question c'est pas parce qu'il y a une course au clash que nous rentrions en clash justement avec vos clients. On sait très bien aujourd'hui, il y a une règle qui est bien ancrée chez nous, c'est qu'on dit souvent qu'il est plus dur, il est moins coûteux de garder ses clients que de trouver de nouveaux clients. Donc nous avons bien ça en tête également. Alors, merci à tous. On a un petit peu débordé de 5 minutes. Je pense que la plupart des questions que j'ai vues passer, on y a répondu directement lors du webinaire. Il me semble qu'il y a peut-être une question Pierre-Jean à laquelle on peut répondre. C'est agissons-nous de la même façon pour les créances à l'international? Je ne me rappelle pas si on en a déjà parlé. Alors, on l'a évoqué très rapidement, mais c'est vrai que la relance va débuter de façon identique, c'est qu'on va effectivement débuter par une procédure amiable. Ça va être toujours la même chose, c'est la prise de contact, de l'information sur la situation du relancé, c'est obtenir des informations sur la solvabilité. Ce qui va simplement changer, c'est que les délais de paiement à l'international sont différents d'un pays à un autre, et surtout, s'il y a échec de la relance amiable, les procédures judiciaires sont différentes. Au niveau européen, on a bien l'injonction de payer européenne. La mise en place n'est pas si évidente que ça. Elle ne fonctionne pas systématiquement. Quand on va parler aussi d'une relance sur l'Amérique du Sud, l'Asie ou autre, effectivement, les délais et les procédures seront différentes. Alors, j'ai quelques questions. On va voir si on a le temps d'y répondre. Sinon, on vous appellera ou on contactera ceux qui posent les questions si on n'a pas le temps. Alors, une question. Avons-nous le droit de modifier les modes et conditions de règlement du client dès qu'il tombe en redressement pour les commandes en cours et futures? Alors, pour le futur, oui, vous pouvez modifier, vous avez beau avoir des conditions générales de vente. Dans la négociation commerciale, vous pouvez demander ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, sur d'autres process et sur d'autres prestations faites par le groupe. On peut demander un paiement à la commande, compte tenu de la situation. Je te remercie, Pierre-Jean. Alors, après, vous avez toujours aussi la possibilité de demander un acompte ou d'obtenir également la garantie du règlement, l'assurance du règlement. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, j'en ai une autre de petite question. Doit-on sortir le montant de la créance déclarée du compte client quand il y a une procédure de redressement judiciaire pour le passer en client douteux, ou faut-il le laisser dans le compte jusqu'à la fin de sa procédure? Non, il y a deux étapes. L'impayé permet de le passer l'impayé et une relance sans résultat vous permet de passer votre facture en client douteux. C'est simplement derrière où donc vous avez un client, il va passer en douteux avec des impayés, et simplement c'est le certificat d'irrecouvrabilité qui va vous permettre de passer, en cas s'il y a un certificat, de la passer en pertes et profits. J'ai une autre question, alors, qui est la LME ne s'applique pas à l'international. Donc c'est une question, hein. La LME ne s'applique-t-elle pas à l'international ou s'applique-t-elle à l'international? Non, après, on pourra faire un autre sur ce sujet-là, mais non, la LME ne s'applique pas à l'international. La LME, vous ne l'appliquerez pas sur un client au Brésil, ou voilà. Donc après, je ne vais pas être un spécialiste de la LME, mais évidemment, vous n'aurez pas, vous allez beau avoir vos CGV. Après, concrètement, vous aurez toujours des difficultés. On sait que même en Europe, les délais de paiement ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre, donc la LME ne s'applique pas forcément. Alors, il y a quelques autres questions, mais il est presque 11h40, donc on va
vous laisser et puis on répondra aux autres questions. On contactera les personnes qui avaient d'autres questions. N'hésitez pas, si vous en avez qui viennent après le webinaire, à nous envoyer un email. On se fera un plaisir de vous recontacter et de vous apporter notre aide. Merci à tous. Merci à tous. Merci Sophie. Merci Pierre-Jean, au revoir. Au revoir.